Dans le cadre d'une série d'interventions comme ça médicales que on a commencé par vous, c'est tant mieux, pour essayer de sensibiliser les uns et les autres sur le don, parce que j'avais appris, je suis ignare dans le domaine, c'est vous qui m'avez appris au téléphone, que par exemple les compatibilités bien entendu sont fortes dans les familles, ça va de soi, mais également entre communautés de même origine ethnique, à peu près. C'est-à-dire que les Maghrébins sont plus probablement compatibles les uns avec les autres, les subsahariens sont plus probablement compatibles les uns avec les autres, et ainsi de suite. Donc, quand à l'hôpital, semble-t-il, il y a besoin d'une greffe pour quelqu'un d'origine maghrébine, ils ont besoin que quelqu'un d'origine maghrébine ait fait du don, parce que ça aide beaucoup à pouvoir trouver plus de compatibilité. Donc déjà, pour des raisons pratiques, c'est important qu'on ait ce genre de réunion pour être informé, mais pour être éclairé également sur tous ces aspects qu'on ne connaît pas spécialement. Donc moi, personnellement, je ne connais pas. Donc je remercie nos invités. Et puis Dr Christine Giraud de cette déplacée. On a une petite demi-heure, 40 minutes à peu près d'échange ensemble. Donc je la laisse gérer, je vous laisse gérer le temps comme vous voulez. Donc on est là tous pour quand vous avez. Donc on va la laisser exposer au début. Et puis au bout d'un certain temps, si elle voit que c'est le moment où on peut intervenir pour poser des questions, on s'organisera de la sorte. Donc voilà, là on fait comme de nouveau. Et je vous cède les deux micros et donc je vous laisse gérer tout ça. Donc attends, je vais vous mettre ça ici. Et puis voilà, merci beaucoup de nous accueillir. c'est peut-être pas allumé. Allez-y. Merci beaucoup de nous accueillir. Donc, moi je suis une catholique pratiquante et j'avais découvert la mosquée de la rue Guillaume le Troubadour il y a quelques années quand je faisais le catéchisme au niveau de la paroisse de Mignaloux-Beauvoir où j'habite, puisque l'année où j'avais enseigné, j'ai enseigné le caté pendant plusieurs années, mais une année on était allé vers les autres religions et on était allé donc à la mosquée, à la synagogue, au temple, de façon à ce que les enfants puissent comprendre qu'on devait vivre en harmonie avec les autres. Donc j'avais été reçue à l'époque par une jeune fille qui nous avait extrêmement bien accueillis et depuis cette date, je trouvais normal de revenir un jour à vous. Donc la venue que nous faisons avec Alexandre s'intègre dans la semaine organisée à Poitiers du don, où en fait il y a des conférences sur les différents types de dons et ça s'intègre très bien dans notre venue ici. Alors, la démarche que j'ai faite auprès de vous, en dehors d'une démarche personnelle compte tenu de... J'étais déjà venue vous rencontrer, c'est parce qu'on a greffé 2 fois dans le service d'hématologie du CHU de Poitiers un patient d'origine algérienne, la première fois avec un frère compatible qui vit au Canada, puis la deuxième fois, c'est-à-dire il y a une quinzaine de jours, avec un frère semi-compatible, car compte tenu qu'il est d'origine du Maghreb, nous n'avons pas trouvé dans les fichiers internationaux aucun donneur pour lui. Donc quand son frère est arrivé d'Algérie pour avoir son bilan pré-don puis faire son don de moelle, ils sont venus me demander un jour, tous les deux ils m'ont demandé un entretien et au décours de cet entretien ils m'ont demandé si ça me gênerait de venir à la mosquée pour parler du don de moelle à la communauté de Poitiers. Donc moi j'ai dit immédiatement que ça ne me posait aucun problème. Par contre, il m'a semblé que c'était quelque chose qui était très étranger pour vous et j'ai souhaité venir avec Alexandre, qui est un garçon que j'aime beaucoup, que je connais depuis longtemps, c'est lui qui va vous l'expliquer, et qui a eu besoin d'une greffe de moelle lorsqu'il était enfant. À toi Alexandre. Après, je vous expliquerai pourquoi c'est compliqué. Tu peux laisser parler comme ça. D'accord. Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Alexandre. Donc, je vais vous raconter un petit peu comment pour moi ça s'est passé. J'ai eu un parcours assez long et compliqué. Donc pour commencer, je suis tombé malade, j'ai eu une leucémie à 5 ans, en 2000. J'ai fait de la chimio pendant 1 an, ça a été très compliqué parce qu'il y a tout ce qui suit, il y a toutes les complications, on est fatigué, on perd ses cheveux, c'est hyper compliqué pour les parents de suivre. Ensuite, par la suite, j'ai passé des examens, on a pu se rendre compte que j'ai fait une rechute. Donc c'était reparti pour un autre parcours, un autre combat on va dire. Et j'ai eu la chance de trouver un don de moelle osseuse, de trouver quelqu'un qui était compatible avec moi.
Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai pu, on va dire, recommencer à vivre. Parce que il faut savoir, quand on a la leucémie, si la chimio suffit pas, c'est compliqué. Je pense que si j'avais pas eu ce don de moelle osseuse, si j'avais pas eu une seule personne qui avait été compatible avec moi, vous m'auriez pas devant vous aujourd'hui. Je serais sûrement soit encore dans un lit, soit ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je suppose qu'il y en a qui peuvent comprendre, quand on est tout petit, ce qu'on aime déjà, c'est bouger. Il y en a, je pense, là-bas qui peuvent comprendre, ça va être jouer au foot. C'est pareil pour tout le monde. Quand on était petit, on aimait jouer au foot avec ses copains, aller dehors, courir. Il faut savoir que ça, c'est plus possible pendant toute une grande période. Donc moi, ça a été ce à quoi je me suis accroché, on va dire. Je me suis accroché à tout ça, j'ai eu beaucoup de soutien de ma famille, de mes amis. J'ai continué à essayer de m'accrocher au sport parce que c'est le seul truc qui me faisait vivre, en fait. J'adorais tous les sports. J'ai pris l'exemple du foot tout à l'heure, mais j'aimais vraiment tout. Et au fait, on va dire le plus drôle dans cette histoire, c'est que maintenant je me retrouve à la fac de sport. Donc c'est pour dire le parcours qu'il y a eu. J'étais pendant un moment, pendant même très longtemps, je ne pouvais plus marcher. Après j'ai eu un passage pendant beaucoup d'années, j'ai marché sur la pointe des pieds parce que mes articulations étaient toutes bloquées. Et voilà, je suis arrivé à la fac de sport, je suis en 3e année et j'aimerais bien, à la suite de ça, devenir enseignant d'EPS et puis montrer aux gens en fait de jamais abandonner et de toujours continuer, même s'ils voient que c'est compliqué, parce que on peut le voir dans les écoles qu'il y a beaucoup de clichés. On va dire oh, lui il est un peu rond, il peut pas faire de sport, celui-ci il est trop maigre, il peut rien faire. Et ben là c'est pareil, c'est exactement pareil. Moi j'ai été bloqué, on me disait tu peux rien faire. Et ben j'ai fait tout ce que j'ai pu pour montrer le contraire à tout le monde. Donc voilà, j'étais là pour un peu vous expliquer ce qui m'était arrivé. Merci. Si on n'avait pas trouvé un donneur pour Alexandre, je suis beaucoup plus cru, il ne serait plus du tout ici, puisque sa maladie aurait été plus forte que lui. Quand on a une maladie comme une leucémie, comme a eu Alexandre, il y a des leucémies relativement gentilles, on va parler comme ça, comme disaient des étudiants, dont on peut se sortir uniquement avec de la chimiothérapie. Mais il y a des leucémies qui ne sont pas gentilles du tout, soit comme celle d'Alexandre parce qu'elle a rechuté, quand ça rechute une fois, ça rechutera d'autres fois, jusqu'au moment où on n'aura plus de drogues qui peuvent marcher. Il y a des leucémies qui sont gravissimes, et quand elles sont gravissimes, on sait depuis le début que sans greffe, on ne peut pas y arriver. En fait, votre corps, c'est comme une ville avec des monuments. Entre ces monuments, il y a des rues dans lesquelles se baladent des petits bonshommes, les globules. Alors il y a les globules rouges, il y a les globules blancs, il y a les plaquettes. Et puis, parmi les globules blancs, on a des cellules qui s'appellent les lymphocytes. Et ben, c'est les poubelles de notre corps. C'est-à-dire que quand on a une cellule qui vienne vieille et moche, comme quand on fait des rides ou des cheveux blancs, et bien ces cellules-là, notre système immunitaire doit les reconnaître, il doit les détruire. Et pour des raisons qu'on ne comprend pas, il y a certains systèmes immunitaires qui deviennent défaillants et qui autorisent des vilaines cellules à se développer. Dans ce cas-là, eh bien, on peut être amené à devoir remplacer le système immunitaire, et dans ce cas-là, il faut trouver un donneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand Alexandre, on a vu qu'il rechutait, on lui a remis de la chimiothérapie, et pendant qu'on lui remettait de la chimiothérapie, dans le même temps, on travaillait un peu pour lui, c'est-à-dire que dans la famille d'Alexandre, il y a un certain nombre de frères et sœurs, ils sont tous aussi remuants les uns que les autres, tous aussi sympathiques les uns que les autres, parce qu'on se connaît quand même depuis qu'il y a 5 ans, donc on a un long parcours ensemble avec papa, maman, les frères, les sœurs, et aucun d'entre eux était compatible. Dans une fratrie, à partir d'un père et d'une mère, on a une chance sur 4 d'avoir un frère ou une sœur qui est HLA identique. HLA, qu'est-ce que c'est? Ce sont les caractéristiques qui sont portées à la surface des globules blancs. On a des caractéristiques qui sont à la surface des globules rouges, c'est-à-dire, eh ben, vous imaginez votre globule rouge avec des tas de petits pics qui sont des sucres, eh bien vous avez des groupes sanguins qui sont les caractéristiques à la surface des globules rouges, et vous avez une trentaine de groupes sanguins différents. Vous êtes d'origine maghrébine, moi je suis d'origine française, on n'a pas les mêmes groupes sanguins, c'est à peu près certain, puisque vous avez des groupes sanguins qui sont caractéristiques des pays du Maghreb, et moi j'ai des groupes sanguins, pas A, B, O, mais tous les autres, tous les copains que vous ne connaissez pas, qui font qu'on n'a pas exactement les mêmes groupes sanguins. Alors c'est encore plus compliqué pour les globules blancs,
parce qu'à la surface des globules blancs, on a des petites caractéristiques, donc qui s'appellent HLA, de H de humain, L de leucocytes, donc les globules blancs, et A de antigènes. Et en fait, autant quand vous vous baladez dans la rue, vous voyez bien que la tête des gens que vous croisez est différente de la vôtre, qui est différente de celle de votre copain, et qu'on est tous différents. Et bien, sur le plan génétique, on est tous différents. Alors, quand Alexandre, c'est là que ça commence à devenir un peu compliqué, puisque quand Alexandre a eu sa rechute de leucémie, on lui a fait son groupage HLA de façon relativement sophistiquée, puis ensuite on l'a inscrit sur un fichier, qui est un fichier national, qui est hébergé en France au niveau de l'Agence de la biomédecine et qui est connecté informatiquement par des réseaux sécurisés avec une 50aine de fichiers dans le monde. Alors j'ai beaucoup discuté avec nos collègues algériens puisque je suis tout à fait en lien avec l'équipe d'Oran et par exemple en Algérie il n'y a aucun fichier de donneurs de moelle, donc il n'est pas possible que le fichier français soit connecté avec le fichier algérien ou marocain ou tunisien, puisque dans ces pays-là il n'y a pas de fichier de donneurs volontaires. En Algérie, au Maroc, en Tunisie, si quelqu'un a une leucémie, alors heureusement les familles sont très grandes, il peut être greffé avec son frère ou sa sœur, ou s'il n'y a pas de donneur, il y a des greffes alternatives maintenant, mais ça devient compliqué. Nous, quand on connecte avec les fichiers, tu devrais te boucher les oreilles, on a énormément de donneurs. Nous, on n'a que 240 000 donneurs en France, parce qu'il n'y a aucune pub à la télé, il n'y a aucune pub dans les journaux, pour s'inscrire, pour devenir donneur. À côté de nous, on a l'Allemagne. Eh bien, en Allemagne, il y a 30 ans, il y a un chanteur d'opéra qui a une leucémie et qui n'avait pas de frère ou sœur compatible, qui n'avait pas de donneur dans les fichiers, il y a 30 ans, il n'y avait pas grand-chose, et qui a en fait des tas de concerts gratuitement pour inscrire beaucoup de donneurs en Allemagne. Et en Allemagne, actuellement, il y a 5 millions de donneurs, et ils en inscrivent 200 000 par an. Il y en a à peu près 13 millions aux États-Unis, donc quand la communauté maghrébine n'a pas de donneur, ça nous arrive d'en trouver en Algérie, pas en Algérie, aux États-Unis, mais en fait, quand un patient est inscrit sur le fichier, il y a une chance sur 1 million de trouver un donneur. On a beaucoup plus de chances de trouver un donneur chez les gens d'origine caucasienne, c'est-à-dire d'origine européenne, car malheureusement, il y a plus d'argent en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, et c'est là que des fichiers ont pu se développer. Il y a un peu de greffe de moelle dans le continent africain qui se fait pour l'Afrique noire, en Afrique du Sud. Sinon, il y a des greffes en Algérie, au Maroc, en Tunisie, mais ce ne sont que des greffes familiales. Un autre problème des fichiers de donneurs de moelle, c'est que dans tous les fichiers mondiaux, il y a 65% de filles et 35% de garçons. Or, quand on veut greffer un patient, si on a une greffe à faire à un homme, il est préférable d'avoir un homme. Parce que nous, les femmes, on est beaucoup moins bonnes donneuses. Moi, j'ai eu 2 enfants, et ben, je suis une mauvaise donneuse. Je suis vieille, parce qu'on est vu à 40 ans pour la greffe, et j'ai eu des enfants, et si par exemple il y avait plusieurs donneurs, si moi j'étais inscrite, je peux plus parce que j'ai des problèmes de santé, mais bon, si j'étais inscrite, s'il y avait 4 donneurs par exemple pour Alexandre, s'il y avait un donneur masculin, moi j'étais repoussée tout de suite. Donc le gros problème que l'on a, c'est on n'a pas assez de donneurs, il faut augmenter par exemple tout dans les gens d'origine du Maghreb, c'est pas logique qu'on puisse pas vous traiter. Il faut augmenter les diversités génétiques et il faut que des hommes s'inscrivent. Alors on peut s'inscrire de 18 à 50 ans, mais en gros ce que l'on cherche actuellement c'est des hommes plus que des femmes. Le plan greffe, donc le gouvernement français donne de l'argent tous les ans pour inscrire des donneurs, et le but des 5 prochaines années, c'est de trouver les moyens de décider les hommes à devenir donneurs de moelle. Alors on n'arrive toujours pas à savoir pourquoi les hommes, alors soit ils ont la trouille, vous me le direz si vous avez la trouille, ou après quand vous me poserez des questions, si vous le souhaitez, je vous dirai comment c'est un don. Mais le but c'est de sensibiliser les hommes, leur donner l'envie de devenir donneurs de moelle, les éduquer dès le collège pour que ils perdent la peur du don, parce que je pense qu'on a peur de donner. Alors il faut commencer par un premier don, peut-être donner un don de sang, puis après on peut penser qu'on peut donner plus. Ça s'appelle devenir un veilleur de vie, et ça aide les autres.
Alors si un jour vous devenez donneur, vous habitez actuellement Poitiers, vous serez prélevé à Poitiers, vous ne saurez jamais pour qui vous donnerez. Et quand nous, un patient comme Alexandre reçoit un don, il y aura un don mardi prochain pour quelqu'un qui attend sa moelle, eh bien, je dis toujours aux patients que le don vient de la planète des gens généreux. Donc on a besoin de gens généreux qui s'inscrivent et qui deviennent donneurs comme le donneur d'Alexandre a donné il y a maintenant un certain bout de temps. Voulez-vous poser des questions? Parce que je trouvais, initialement, on s'était dit, peut-être que je peux faire un exposé avec un diaporama, puis ce matin, je suis venue au boulot, j'ai essayé de vous faire un diaporama. Je trouvais qu'il était préférable de vous parler, que vous posiez des questions, que vous exprimiez vos craintes, que vous me demandiez où on prélève, comment ça se passe, combien de temps est-ce qu'on est hospitalisé, est-ce que... voilà. Ben, vous êtes dans les bonnes questions, donc si vous pouvez continuer là-dessus, c'est une bonne chose. Alors, si vous voulez vous inscrire pour être donneur de moelle, alors la prochaine fois, nous, ce qu'on a décidé de faire au niveau de Poitiers, en fait, on est presque une ville pilote en France, c'est-à-dire qu'on est un certain nombre de gens au niveau de la... Moi, je suis un médecin du service d'hémato et j'enseigne à la fac de médecine et pharmacie. Au niveau de la fac, on a décidé qu'on devait promouvoir le don de moelle chez les étudiants. Donc ça, Alexandre va vous en parler, qu'est-ce que les étudiants font avec moi. Vas-y, parle un peu de ce que vous faites, vous les étudiants, en ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine, tous les soirs? Qu'est-ce qu'on a fait au plan B récemment? Alors moi, déjà, pour une grosse partie du temps, je fais ce que j'ai fait ici, donc j'essaye de sensibiliser, de montrer que ça peut sauver des vies. J'ai eu des amis, je pense qu'ils ont été assez contents que je trouve un donneur, et je pense que c'est pareil pour vous. Vous avez des amis, s'ils tombent malades, il faut savoir que je pense que vous seriez assez contents qu'ils trouvent aussi des donneurs. Donc c'est pour ça qu'il faut être. Il y a beaucoup de solidarité au fait. Ensuite, nous, ce qu'on fait là sur la plupart des regroupements, on va dire, il y a eu le don du sang là dernièrement sur la fac. On s'était mis à l'entrée et on essayait de sensibiliser les gens et de leur expliquer. Alors la plupart du temps, en fait, ce qui revient, ils nous disent « Oh non, non, ça fait mal ». Alors, c'est vrai, je suppose qu'il y en a beaucoup, je pense, ici, qui pensent la même chose. Je suis sûr aussi que vous avez tous en tête une aiguille comme ça, qu'on va vous enfoncer dans le dos pour vous enlever toute votre moelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas vous enlever votre moelle épinière, c'est complètement différent. D'accord, ça on vous le laisse, ça vous sert quand même pour marcher, pour bouger vos bras, ça vous sert pour tout. Ça on n'y touche pas, ça n'a rien à voir, le docteur Giraud vous expliquera comment va se passer le don. Et c'est pareil, pour le moment on parle seulement d'inscription, et ça c'est souvent aussi le gros problème quand on leur dit est-ce que vous connaissez le don de moelle osseuse. Quand on leur dit si vous connaissez, ils vont dire ah ouais, faut donner tout de suite. Alors comme elle vous a dit, comme le docteur Giraud vous a dit tout à l'heure, il y a une chance sur 1 million pour être compatible avec un patient qui est dans le besoin. Donc en fait c'est seulement une inscription, donc ça se passe par un prélèvement salivaire en fait. Le docteur vous expliquera plus précisément, je ne suis pas médecin. Ça se passe par un prélèvement salivaire et au fait vous êtes simplement enregistré dans un fichier qu'on conserve et qu'on garde. Donc ensuite, si une personne est dans le besoin, on va vous contacter et on va vous proposer de faire ce don. Vous avez toujours la liberté de refuser ou d'accepter. Il n'y a aucune obligation. C'est seulement s'inscrire. C'est pour ça que pour toutes les idées que vous avez pu vous faire de faut tout de suite donner et puis on va mettre ça dans un frigo pour le garder, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est seulement si une personne est dans le besoin, il faut savoir qu'on a une chance sur 1 million. Je peux quasiment dire au fait que j'ai gagné au loto. Donc au fait c'est ça. J'ai vraiment eu beaucoup de chance, moi j'ai eu cette chance, la chance sur 1 million, de trouver une personne qui était compatible avec moi. Donc voilà, et on essaye de montrer aux personnes, quand il y a des regroupements comme ça pour le don du sang, le 19 mars on fait un rassemblement aussi à la mairie pour sensibiliser les gens au don de moelle osseuse. Et puis voilà, on essaye de montrer toutes les possibilités et répondre aux questions surtout et essayer de retirer les craintes qu'ils peuvent avoir par rapport à ce don de moelle osseuse. Donc voilà. Alors il y a 4 ans, on se demandait au niveau de la fac, est-ce qu'au niveau de l'université de Poitiers, les étudiants connaissent le don de moelle et savent exactement comment ça se passe. Donc il y a une étudiante en pharmacie qui a fait sa thèse, on a une association de patients qui nous a payé les papiers pour qu'on les interroge, puis on l'a passé dans la machine des examens de la fac.
Alors on avait l'argent pour avoir 4000 questionnaires, donc on a réparti ça sur toute l'université de Poitiers. On est aussi bien allé en histoire qu'en droit, qu'en géographie, qu'à l'ANSMA, que chez les esthéticiennes, qu'aux Beaux-Arts, qu'en médecine. Et sur 4000 étudiants, eh bien en gros, j'ai eu du mal à regarder les trucs qui sortaient de la machine de la fac. Entre 60 et 65% confondaient la moelle osseuse à la moelle épinière et pensaient que s'ils donnaient un jour, ils seraient paralysés. Alors la lecture des questionnaires, ça c'est le premier truc qui m'a fait du mal. Le deuxième truc qui m'a fait du mal, c'est que ceux qui étaient en médecine pharmacie étaient aussi nuls que ceux qui étaient en histoire géo, et que les seuls qui savaient connaître le corps, c'était les esthéticiennes et l'histoire de l'art. Donc ça, c'était la première, c'était il y a 4-5 ans. Donc depuis, on fait beaucoup de promotions au niveau des facs. Au niveau de la fac de médecine et pharmacie, une fois par an, on fait une grande journée d'information et d'inscription. On le fait maintenant dans toutes les facs de Poitiers, de façon, en fait, à informer. C'est pas parce qu'on informe qu'on oblige à donner, c'est pas parce qu'on informe qu'on oblige à s'inscrire, mais ce que l'on veut, c'est dédramatiser, sensibiliser, donner aux gens la possibilité de connaître pour choisir, car si on ne sait pas, on a peur, si on sait, on a moins peur. Alors la première étape, c'est se décider à aller dans un lieu où on fait des inscriptions. Alors initialement au niveau de Poitiers, on le faisait qu'au centre de transfusion, les gens n'avaient pas forcément envie d'y aller. Donc on fait maintenant, comme font les Allemands, les Allemands font ça de façon festive. C'est-à-dire que, moi j'étais allée interroger le fichier allemand, ça ressemble un petit peu au cirque. Ils font de la pub pendant un mois dans une ville, ils mettent ça dans les journaux, ils passent avec une voiture avec des micros, et il y a un rassemblement et c'est festif. Donc nous, on a essayé de faire ça festif à Poitiers il y a environ un mois, c'est-à-dire qu'un groupe d'étudiants de l'IAE a fait une grande soirée au plan B. Le plan B, c'est là où les jeunes vont se retrouver pour faire la fête. Et bien, ce soir-là, il y avait le témoignage d'Alexandre, le témoignage de Charlène, et on leur a expliqué toute la soirée. C'est une façon, on s'est dit, puisque ça marche chez les Allemands, on va faire pareil. Alors si vous voulez un jour aller vous renseigner plus sur un lieu où on fait des inscriptions, la prochaine fois, c'est le 19 mars. Le maire de Poitiers, tous les ans, au printemps, nous offre la mairie pour pouvoir faire des inscriptions. À ce moment-là, en fait, dans la rue de Poitiers, dans les rues de Poitiers, vous avez des étudiants en blouse blanche de médecine et de pharmacie qui font de l'information. Ils informent, ils expliquent, c'est pas une obligation. Ensuite, vous venez, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous venez au niveau de la médecine, de la mairie. Faut oser monter les marches de la mairie. On a compris que c'était compliqué. À ce moment-là, les étudiants en médecine font un pré-interrogatoire, c'est-à-dire en gros qu'on ne voudrait pas inscrire quelqu'un qui pourrait courir un risque à donner. C'est-à-dire que si quelqu'un a des antécédents qui pourraient créer un risque, par exemple une allergie très grave, un asthme grave, un antécédent de phlébite, d'embolie pulmonaire, il y aurait des risques, on l'élimine tout de suite. Quelqu'un qui a eu une greffe de cornée, quelqu'un qui a eu quelque chose, quelqu'un qui a eu la moindre chose, on l'élimine pour ne pas lui faire courir de risque. La loi française considère que le don, c'est un don sans bénéfice direct et qu'on ne doit pas courir de risque. Si la personne n'a pas d'antécédent, qu'elle veut s'inscrire, à ce moment-là, elle voit un médecin du centre de transfusion, moi je suis là uniquement pour encadrer les étudiants, qui lui fait un vrai interrogatoire, et ensuite, deuxième peur qu'on a enlevée, les gens avaient peur qu'on leur fasse une prise de sang. On est bien obligé de déterminer les caractéristiques génétiques des gens, et donc les gens avaient peur. Tiens, passe-moi donc ça, ouvre-le Alexandre. Maintenant, en fait, une société canadienne a créé un kit dans lequel les gens vont cracher leur salive, et à partir de la salive, on peut extraire l'ADN de la salive, et à partir de là, on peut connaître vos caractéristiques génétiques et vous inscrire sur un fichier. Alors la seule contrainte pour l'analyse de la salive, c'est qu'il ne faut pas avoir mangé, bu, fumé, mangé un chewing-gum, mangé un bonbon dans la demi-heure qui précède, car sinon on ferait l'ADN du chewing-gum, l'ADN de tabac, et ça ne nous apporterait pas grand-chose. À partir du moment où vous avez eu l'interrogatoire qui est bon et que vous ne courez pas de risque, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les obèses, on ne prend pas tous ceux qui ont quelque chose, à partir de ce moment-là, vous avez craché votre salive, on va pouvoir caractériser vos caractéristiques génétiques qui sont les vôtres, qui n'appartiennent comme vous, c'est votre carte d'identité génétique. Ça sera mis dans le fichier de l'Agence de la biomédecine, et si un jour quelqu'un dans le monde, ça peut être 6 mois plus tard, 1 an, 10 ans ou jamais, a besoin de vous,
à ce moment-là, on vous demandera si vous êtes toujours d'accord. Première étape, parce que si vous avez changé d'avis, personne ne vous obligera à donner. À ce moment-là, on vous fait une prise de sang pour voir qu'on ne s'est pas trompé. Et ensuite, si vous êtes compatible, que le centre greffeur vous choisit, à ce moment-là, si c'est dans 20 ans, je serai à la retraite, mais si c'est dans les années à venir, vous pourriez me voir. C'est moi qui prélève tous les donneurs sur Poitiers. C'est-à-dire que dans le mois qui précède le don, il y a une journée sur laquelle il y a un énorme bilan pour être certain que vous pouvez donner sans courir de risque. Alors, il y a deux types de dons qu'on peut vous proposer. Soit le prélèvement de moelle sous anesthésie générale. Donc ça, c'est ce que l'on propose comme type de don si le receveur a l'âge d'Alexandre. Alors je vais vous expliquer après comment on prélève pour un prélèvement de moelle. Si le receveur a mon âge, c'est-à-dire que je suis âgée, j'ai plus de 40 ans, j'ai énormément éduqué mon système immunitaire. On éduque son système immunitaire quand on est enrhumé, quand on a une infection urinaire, quand on fait une infection dentaire, quand on se vaccine. Donc mon système immunitaire est très éduqué et il faudrait mieux me donner un don de cellules souches périphériques parce qu'il est plus riche. Alors, pendant cette journée de bilan pour voir si vous pouvez donner, alors vous me voyez, je vous interroge, je vous examine, on vous fait des prises de sang. Vous avez obligatoirement une consultation d'anesthésie, car c'est vous faire une anesthésie générale pour le don de moelle sans bénéfice direct pour vous. Donc l'anesthésiste voit si elle accepte de vous endormir ou pas. Vous avez d'autres médecins que vous voyez, ça peut être un cardiologue, ça peut être un radiologue. Et puis vous avez surtout quelque chose que vous avez à faire, c'est à donner votre consentement au tribunal de grande instance, parce que le président du tribunal de grande instance vérifie que l'équipe médicale ne vous met pas une pression impossible à accepter pour vous dire, eh bien vous êtes le seul donneur, eh bien il faut que vous donniez. Et donc il y a quelqu'un du droit qui vérifie que on informe le donneur. C'est donc assimilé à un don d'organe. C'est assimilé à un don d'organe. Et donc, le président du tribunal de grande instance, parce que chaque fois qu'ils changent, je vais les voir pour leur dire ce que je raconte, en fait, il vérifie deux choses. Si je ne vous oblige pas à donner, donc dans le cas d'un don familial, c'est également si la famille ne fait pas une pression. Et également, si je vous ai informé que vous donnez pour quelqu'un pour lequel vous n'aurez jamais de nouvelles, et qu'à l'issue de ce don, il peut y avoir guérison comme complication et même décès. Et ça, c'est ce qu'on appelle la protection psychologique et de liberté du donneur. Si toutes ces étapes sont faites, à partir de ce moment-là, on confirme au centre greffeur, qui peut être aussi bien en Australie, aux États-Unis, en Pologne, n'importe où, en Espagne, en Hollande. Nous, à partir de Poitiers, si vous allez au marché de la ZUP le dimanche, vous voyez qu'il y a des gens qui viennent de partout. Et les donneurs de Poitiers ont donné au Canada, aux États-Unis, on n'a jamais donné en Amérique du Sud, on n'a jamais donné au Maghreb. On a donné au nord de l'Europe, au sud de l'Europe, en Europe centrale, et on a donné 3 fois en Australie. Et donc, on aura donc le don qui va vous... Donc, si vous acceptez de donner votre moelle, donc la moelle, c'est un prélèvement qui se fait... Tu peux te lever, puis montrer ton doigt à toute la communauté qui est ici. Donc, quand vous avez votre dos, vous avez la colonne vertébrale, et vous avez de chaque côté de votre colonne vertébrale, à 3 travers de doigts, vous avez 2 petits dômes, là, vers là. Si vous palpez votre dos, vous verrez, vous avez 2 dômes. Ce sont les épines iliaques postérieures. Les épines iliaques postérieures, c'est là où on va prélever. Vous considérez que c'est l'os de votre bassin, c'est l'extrémité supérieure de l'os de votre bassin. De chaque côté, on fait qu'un petit trou dans la peau, et si vous considérez cet os du bassin, vous l'imaginez comme un morceau de l'Ardhammer. Vous voyez, un morceau de l'Ardhammer, c'est une sorte de gruyère avec plein de trous. À l'intérieur des trous, il y a les usines de fabrication des cellules, et en dehors des trous du gruyère, il y a des vaisseaux qui font que les cellules vont de la moelle vers le sang et du sang vers la moelle. Donc si vous considérez votre... J'aurais pris un bic sur... T'as pas un bic sur toi? Fouille dans mon sac à main, tu vas trouver un bic. Si vous considérez votre... là, si je prends ça, vous considérez votre os avec l'os qui est en surface à l'intérieur de votre bassin, vous avez des tas de petits trous.
Donc on fait qu'un trou au niveau de la peau avec un trocard qui est beaucoup moins long que celui qu'a dit Alexandre. Vous le rentrez jusqu'à la garde, vous avez un mandrin, vous enlevez le mandrin, c'est un tuyau creux, c'est une aiguille comme vous avez, vous mettez une seringue de 10 ml et puis vous prélevez 1 millilitre par 1 millilitre, très lentement, en faisant très attention, car on s'est rendu compte que si on ne voulait pas que le donneur garde un mauvais souvenir de nous, il fallait qu'on soit très délicat dans nos gestes. C'est qu'un délire qu'on prélève très lentement. Alors pour nous, c'est un peu long. On met 1h30 à prélever, parce qu'on prélève très lentement pour que le donneur n'ait pas mal aux fesses et qu'il n'ait pas de séquelles. Alors ensuite, avant, les donneurs disaient « Oh là 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 là, on ne veut pas donner parce que ça fait drôlement mal ». Et puis, il y a quelques années, quand on donnait au niveau de la mairie, j'avais prélevé le vendredi un monsieur d'une quarantaine d'années qui s'était inscrit comme donneur de moelle puisque son frère était décédé d'une leucémie parce qu'on n'avait pas trouvé de donneur. Et il m'a dit, bah, vous prélevez vendredi, mais moi samedi vous faites de la promotion du don de moelle et je veux y aller sans avoir mal aux fesses. Donc vous y prenez comme vous voulez, c'est votre problème, mais moi je veux marcher, je ne veux pas avoir mal aux fesses. Donc je me suis dit, ce qui doit leur faire mal aux donneurs, c'est que quand on fait nos milliers de petits trous dans l'os, eh bien ça fait des petits trous, et à partir de ces petits trous, il doit bien se passer des hématomes entre l'os et la peau, et est-ce que c'est l'os qui leur fait mal, ou est-ce que c'est l'hématome qui leur fait mal? Alors je lui avais mis à ce monsieur un énorme pansement avec de l'élastoplasme. Bon, le problème c'est que le lendemain matin, quand je l'ai enlevé, comme il était poilu, j'ai fait une belle épilation, mais en fait on a compris que c'était l'hématome qui faisait mal, et depuis qu'on a compris que c'était l'hématome qui faisait mal, il va falloir faire toutes ces années d'études pour comprendre ça, eh bien on met des gros pansements à nos donneurs avec de l'élastoplasme, on les laisse allonger pendant 6 à 8 heures sur le dos, et le lendemain, eh bien, ils marchent sans avoir mal. Alors c'est pas très intellectuel, mais ça marche bien. Ça, c'est le prélèvement de moelle sous anesthésie générale. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que nous, à Poitiers, on prélève que dans le bloc opératoire de gynécopédiatrie. Donc, si vous acceptez de vous inscrire et que si vous êtes sollicité un jour, vous serez prélevé au bloc de gynécopédiatrie, vous serez hospitalisé en gynécologie. Mais bon, c'est comme ça. Deuxième type de don, on mobilise artificiellement les cellules de la moelle dans le sang périphérique. Ça ne veut rien dire. Peut-être que vous êtes des pâtissiers dans l'âme, peut-être que vous faites des gâteaux. Quand vous faites des gâteaux, vous prenez un moule, ensuite vous prenez un saladier, et dans ce saladier, vous mettez de la farine, des œufs, du sucre et de la levure. Si vous êtes quelqu'un de bien organisé, vous mettez qu'un sachet de levure. Vous avez un gâteau qui est gros, qui est bon, qui sera délicieux. Si vous mettez 2 à 3 sachets de levure, votre gâteau va beaucoup gonfler, il va déborder dans le four, vous n'aurez plus qu'à nettoyer le four, votre gâteau sera dégueulasse. Nous, on a compris depuis plusieurs années que si on donnait des piqûres aux donneurs pendant 4 à 5 jours, matin et soir, de levure des globules blancs, eh bien la moelle travaillait beaucoup plus, elle fabriquait beaucoup plus de cellules immatures, que logiquement elle ne fabrique pas en si grande quantité, et bien quand ces petites logettes du Lerdamer sont bien pleines de cellules, ça va déborder dans les vaisseaux et dans le sang circulant. Au lieu d'avoir 0,01% de cellules de la moelle, on va monter à 2, 3 ou 4% en fonction de votre capacité à mobiliser, et on vous prélèvera au centre de transfusion sur une grosse machine qui est une centrifugeuse, et vous ne dormirez pas, vous regarderez la télévision, et ça sera le deuxième type de don. C'est le don qu'on fait le plus actuellement, c'est 75% de dons de cellules souches périphériques versus 25% de dons de moelle. Et ça dure combien de temps? Là, ça dure 3 à 4 heures, 1 à 2 jours de suite. Si vous donnez... Monsieur, quel est votre poids, s'il vous plaît, sans indiscrétion? 83 kg. Si vous faites 83 kg, que vous donniez en moelle, on va vous prélever 20 ml par kilo de poids, c'est-à-dire qu'on peut aller à peu près jusqu'à 1,6 litre. Si on va vous prélever en cellules souches périphériques, dans le séparateur de cellules, il y a un ordinateur. Dans cet ordinateur, on va dire que vous faites 83 kg, que vous mesurez 1 mètre X, et que vous avez tant de globules rouges et tant de globules blancs. La machine va tourner à une vitesse donnée qui correspondront aux cellules qu'on voudra prélever, et on aura un greffon pour quelqu'un de 83 kg. Si vous donnez pour vous, monsieur, vous pesez combien? 71. Vous pesez moins que votre copain. Eh bien, on calculera la richesse du greffon par rapport à votre poids. Donc, si vous donnez, monsieur donne pour vous un seul prélèvement sera suffisant. Si vous donnez pour monsieur, il faudra peut-être en faire 2. Voilà. Donc 2 jours de suite, et comme vous habitez Poitiers, vous rentrerez dormir chez vous le soir.
Et ça sera une infirmière qui viendra à domicile, matin et soir, pour vous faire vos injections, pendant 5 jours. Qui pose des questions? Madame, oui. Comment ça se passe la greffe après? Eh bien la greffe, vous avez une poche. Alors si c'est une poche de... Oui, vous pouvez l'accrocher là. Si c'est une greffe de moelle, par exemple, le monsieur d'origine algérienne qui a été greffé avec son frère il y a 15 jours, on va le prendre comme exemple. Il va bien, j'espère. Hein? Il va bien. Il va bien, oui. Eh bien, en fait, son frère est venu de la région de Constantine. Il est venu à Poitiers. Je vais vous dire, je vais abîmer le nom de la ville dans laquelle il est, donc je ne me permettrai pas d'abîmer une ville d'un pays du Maghreb. Il est venu, on a fait son bilan prédon, on l'a prélevé au bloc de gynéco. Il a été hospitalisé en gynéco. Et ce monsieur, on a prélevé 1,6 litre. Donc on a prélevé 3 poches, 2 poches derrière, une poche devant, c'est comme c'était une deuxième greffe, il fallait beaucoup de cellules pour pas qu'il y ait d'effets secondaires. Et on a filtré ensuite ces poches, c'est comme une poche de sang avec beaucoup de globules blancs. On les a filtrés pour enlever les esquilles d'os, on les a poulés dans une grande poche, il y avait 1,6 litre dedans. Et on a prélevé des échantillons pour faire un contrôle qualité, c'est à voir, je ne sais pas s'il y en a ici qui font du jardinage. Quand vous faites du jardinage, vous achetez des poches avec des graines. Et ben on a compté combien il y avait de graines intéressantes dans la poche par des techniques de laboratoire. Hein, ça s'appelle la cytométrie de flux, c'est-à-dire qu'on marque les cellules d'intérêt avec un anticorps marqué par un colorant, et puis on passe devant un faisceau lumineux et on dit il y a eu tant de cellules. Et puis quand vous faites du jardinage, eh bien, vous voulez que vos graines fassent des fleurs, et bon, on les met en culture pour voir ce que ça donne. Donc, le monsieur, là, donc Brahim, a été prélevé un mardi, on l'a prélevé de 8h à 11h, parce que pour lui faire 1,6 litre, on a quand même un peu galéré, ma collègue et moi. Donc, on a filtré, on a poulé, on a fait nos contrôles qualité, et immédiatement après, la poche, je l'ai emmenée dans le service de greffe de moelle, donc sous atmosphère stérile, et on lui a transfusé au bras comme une transfusion. C'est une transfusion. Et la moelle qui est malade? Alors, merci. Est-ce que vous faites de la confiture? Est-ce qu'il y en a qui font de la confiture? Vos femmes? C'est pas difficile. Ouais. C'est pas difficile. Quand vous faites de la confiture, vous mélangez des fruits et du sucre, vous le faites cuire, et ensuite vous le mettez dans un pot. Vous n'avez jamais mis de la confiture dans un pot qui est plein. Vous mangez la confiture aux 3/4 pour pouvoir mélanger 2 pots de confiture, vous la videz complètement et vous la nettoyez. Vous êtes d'accord? Si on fait une greffe à Alexandre, il est jeune, il peut supporter qu'on vide son pot de confiture. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on fait la préparation à la greffe? Dans le cas de quelqu'un comme Alexandre, ça dure 7 jours. On détruit son système immunitaire un peu pourri. Tu as dû avoir une irradiation corporelle totale dans mes souvenirs? Oui. Donc on irradie l'ensemble du corps d'Alexandre matin et soir pendant 3 jours. Puis on utilise, donc ça détruit son système immunitaire qui était un peu pourri puisqu'il faisait pas son job. Et on fait de la chimiothérapie pendant 2 jours. Et cette chimiothérapie vide la moelle. Et ensuite, alors les logettes du Lerdamer sont vides. Les cellules, en fait, les cellules d'intérêt ont une sorte de petit crochet à la surface, et celui après la destruction de la moelle, il leur reste un petit crochet. Et quand on transfuse les cellules au niveau du bras, et ben le petit crochet dit il faut que j'aille au niveau de la moelle pour aller me nicher. Et donc elle passe par les gros vaisseaux, les petits vaisseaux, puis elle arrive dans la moelle. La moelle à l'âge adulte, c'est les os plats, le sternum et le bassin. Et donc, quand elle arrive en face de la logette où elle doit aller, elle ralentit, fait une petite boulite, elle s'arrête, elle va se mettre là, puis c'est comme vos graines qui font des fleurs, elle va germer pour refaire des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Ça, c'est ça une greffe pour quelqu'un comme Alexandre. Moi, comme j'ai plus de 45 ans, je suis vieille. On est vieux à 45 ans pour une greffe. Hein. On peut greffer par contre jusqu'à 60, nous on fait à Poitiers jusqu'à 67 ans, parce qu'on est une petite équipe et qu'on ne peut pas être dépassé par le nombre de patients. On préfère en prendre moins et les traiter bien.
mais certains centres vont jusqu'à 75-80 ans quand il y a beaucoup de gens. On ne peut pas faire une greffe comme à Alexandre, donc on vide le pot de confiture aux 3/4 par de la chimiothérapie seulement, qui détruit également le système immunitaire pourri. Et puis on met les cellules qui vont se mettre dessus, et ce sont les cellules du greffon qui finissent par vider le pot de confiture, par reproduire. Et en fait, c'est le système immunitaire du donneur qui va reconnaître les cellules tumorales et les détruire, et c'est ce qu'on appelle l'effet greffon versus leucémie, et c'est le greffon qui traite le patient et qui traite la maladie. Sur une durée de combien de temps? Alors, quand on fait une greffe comme pour Alexandre, la sortie d'aplasie, c'est-à-dire quand les globules blancs reviennent et tout, c'est au bout de 3 semaines ou 1 mois. Quand tu fais une greffe avec des cellules mobilisées de la moelle dans le centre périphérique, la sortie d'aplasie est vers J12. En fait, comme on est vieux et que notre système immunitaire ne nous permet pas d'avoir une aplasie de longue durée, on préfère un greffon plus riche qui nous permet de sortir de l'aplasie plus vite. Mais on préfère des donneurs hommes qui n'ont pas eu de grossesse, parce que quand le donneur est une femme et que le receveur est un homme, eh bien, une fois qu'on a détruit toutes les cellules tumorales, on peut se dire, bon, il faudrait que je travaille un peu plus, que j'en fasse un peu plus, et là, on peut s'attaquer au patient, c'est-à-dire qu'on va détruire sa peau, son foie, son tube digestif, et également ses articulations, ce qui a été le problème d'Alexandre à un moment donné. À toi. Mais ça veut dire que quand on a plus de 40 ans, c'est plus rare d'avoir une greffe? Non, on a des greffes jusqu'à 67 ans chez nous, jusqu'à 75 ans, 80 ans dans d'autres services. Si on était plus de médecins... Pour recevoir. Pour donner, on donne, si tu es un donneur familial, si tu as quelqu'un de ta famille qui est malade, tu peux donner des cellules souches jusqu'à 60 ans, tu peux donner ta moelle. On a le plus vieux donneur qu'on a prélevé en moelle chez nous avait 71 ans. Si tu es un donneur fichier, c'est-à-dire que tu donnes pour quelqu'un que tu ne connais pas, tu as le droit de t'inscrire sur le fichier des donneurs jusqu'à 50 ans, tu as le droit de donner en cellules souches périphériques jusqu'à 50 ans et tu as le droit de donner en moelle jusqu'à 60. On n'inscrit pas après 50 ans parce que ça coûte très cher ces kits, et ça coûte très cher tout ce fichier, et si c'est pour donner pendant 1 an, ça ne vaut pas le coup. Je vous écoute. Une dernière question, parce qu'on arrête dans 2 minutes. Après 50 ans, on est vieux. On ne peut plus donner. Si, vous pouvez donner, après 50 ans, vous pouvez donner jusqu'à 60 en tant que donneur fichier votre moelle, et en tant que donneur familial, il n'y a pas de limite. Il y a la limite, c'est votre âge physiologique et votre état général, car si on devait vous faire courir le moindre risque, on ne grefferait pas. Il ne faut pas qu'il y ait 2 malades dans une famille. Si on est inscrit, on fait un prélèvement que si on est compatible ou encore... On ne vous fait un prélèvement que si vous êtes compatible et que le malade a besoin de vous. C'est-à-dire que par exemple, là, la greffe qu'on va faire mardi prochain, il y a un externe du service d'hémato, donc un copain d'Alexandre qui s'appelle Emmanuel, qui est parti chercher le greffon dans le pays où il va être prélevé. Le greffon va être prélevé lundi dans le pays et il va être greffé mardi à Poitiers, c'est-à-dire que dès que le greffon est prélevé, que la richesse est bonne, le coursier prend soit un train, soit l'avion. Une dernière question. Admettons, pour des personnes qui sont compatibles pour être... J'ai pas compris. Eh bien, si vous avez votre psoriasis, s'il n'y a pas d'autres donneurs que vous, très sincèrement, entre une leucémie aiguë et un psoriasis, le psoriasis c'est pas grave, la leucémie aiguë est grave. Par contre, votre receveur, il aura sur votre psoriasis. Vous le transmettez. Si un receveur a du psoriasis et que le donneur n'a pas de psoriasis, il n'aura plus de psoriasis après. S'il a une maladie auto-immune autre le receveur, par exemple une maladie de Crohn et une leucémie, et que son donneur n'a ni maladie de Crohn ni leucémie, il sera guéri par la greffe des 2 maladies. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion? Je vois monsieur qui lève la main. Vas-y, très rapidement, parce que c'est bientôt l'heure. Est-ce qu'il y a des séquelles pour celui qui donne? Non. Ni sous l'état, ni après? Non. Et on les rappelle une fois par... Est-ce que vous pouvez répéter sa question Alors, il me demandait s'il y avait des séquelles. Alors, les greffes, les dons de moelle, on en fait dans le monde entier depuis les années 75 et à Poitiers depuis 1984.
Les seuls incidents qu'il y a eu, ça a été des problèmes de phlébite ou d'embolie pulmonaire chez des gens pour lesquels il y avait des antécédents dans leur famille, raison pour laquelle on ne prend aucun donneur pour lequel il y a eu des phlébites, des embolies pulmonaires personnelles ou dans la famille. On est extrêmement strict sur les critères de recrutement. Et en ce qui concerne les cellules souches périphériques, étant donné qu'on va augmenter le taux de globules blancs, on a un bilan cardiaque, on a une échographie de la rate, et moi tous les ans j'élimine des donneurs, même qui veulent donner, même si ça leur fait pas plaisir, parce que si je considère qu'ils courent le moindre risque, je les prélève pas. Là, dans une famille récemment, j'ai éliminé les 2 sœurs compatibles. Voilà. Elles n'étaient pas contentes de moi, mais elles auraient pu courir des risques, donc... Donc, dernier mot, appel pour le 19 peut-être. Alors, appel pour le 19. Si vous voulez en parler autour de vous, ça serait génial. Si vous voulez venir nous retrouver le 19, ça serait génial. Ce que j'ai pensé, plutôt que vous faire un cours, un exposé, un diaporama, je vous apporter plein de documents que je vais vous laisser, aussi bien sur le... Parce qu'au niveau de la fac de médecine et pharmacie, on fait de la promotion du don de sang, du don de moelle, mais également du lait maternel pour les bébés prématurés. Donc je vous ai laissé de la documentation sur tout ça, puisque je pense que si vous n'en aviez pas entendu parler, c'est bien que vous ayez de la documentation, que vous connaissiez les contre-indications. Je vous laisse tout ça à lire pour vous tous. Donc il y avait un carton, je vais vous laisser. Et merci à vous de nous avoir reçus. Merci bien. Merci beaucoup. Donc, un dernier mot. Donc, je remercie en votre nom à tous donc, nos 2 invités, donc Madame Christine Géraud et donc Alexandre, de l'avoir accompagné, de nous avoir expliqué également et donné son expérience. L'appel est lancé donc, pour ceux qui veulent aller s'informer un peu plus le 19, voire s'inscrire, je suppose. Pour les documents, donc on regardera tout à l'heure, et ceux qui en ont envie, bien entendu, peuvent en prendre, pas de souci. Donc merci à tous, merci à vous deux, et puis je vais vous accompagner, puis à une prochaine fois. Voilà. Merci beaucoup.